Bonsoir à tous et bienvenue à cette principale édition d'information de la soirée sur TVS, la télévision Shekina. Au sommaire de ce journal, ancien Premier ministre, ancien candidat à l'élection présidentielle 2016, Raymond Donsima a tenu ce matin une importante conférence de presse à la Chambre de commerce de Libreville. Au cours de cette rencontre avec la presse, il s'est agi des questions d'actualité liées à l'actualité effectivement socio-économique et politique actuelle du pays. Vous aurez les détails au cours de cette édition d'information. C'était le sommaire. Nous démarrons ce journal par Port-Gentil, notamment la municipalité de cette ville qui procède depuis quelques jours à la destruction des espaces au grand marché de cette commune. Cette opération municipale vise à donner les meilleures conditions de travail et d'exercice de leur activité aux commerçants de la ville de Port-Gentil. Karine Dorothée Aoré, Média Plus. Attribuer 1 mètre carré environ à chaque commerçant délogé hier au marché du Grand Village, précisément au parking du bâtiment Rose, est l'opération qui a été effectuée ce jour par la mairie de Port-Gentil dans cet espace commercial. Présent sur le terrain, le responsable des lieux revient sur les raisons de ce réaménagement. Les conditions de commodité au niveau du marché du Grand Village laissaient à désirer. C'est ainsi que le maire a impulsé un petit travail pour permettre à ce qu'on puisse refaire les fosses et faire un peu de propreté au niveau du Grand Village pour permettre à ce que les commerçants qui exercent au niveau de notre marché puissent avoir les conditions idoines pour leur permettre de bien exercer leur métier. Afin de permettre aux commerçants de toujours pratiquer leur activité, le parking a été réaménagé. On délimite au niveau du parking parce qu'on a dû déplacer des commerçants qui étaient aux abords du marché parce que comme les travaux impulsés par le maire vont se faire à ce niveau, pour ne pas léser ces commerçants, nous sommes obligés de les écarter un peu pour leur donner le parking provisoirement. Et plus tard, quand les travaux seront finis, ils reviendront à leur place initiale. Ainsi, c'est à peu près 1 mois que les travaux devront durer. Le responsable rassure que ceux-ci n'impacteront pas sur les commerçants. Et jour J-9, ce sera la rentrée des classes 2017-2018. Un début d'année scolaire bien difficile à la fois pour les élèves et surtout pour les agents de la société gabonaise de transport Sogatra. Cette société connaît actuellement des difficultés d'ordre matériel, technique et financier. Reportage. Alors que la rentrée scolaire est fixée au 2 octobre prochain, l'un des grands transporteurs de la capitale gabonaise, Sogatra, société gabonaise de transport, risque fort bien d'être absente de la partie et pour cause, sa flotte reste clouée au sol, faute d'assurance pour ses bus, a indiqué les responsables syndicaux de cette entreprise, mais il y a surtout le problème de salaire. C'est que nous sommes aujourd'hui à 4 mois des salaires impayés. Nous attendons là que l'État gabonais, le gouvernement, le président de la République, qui a toujours l'habitude de régler les problèmes de ses enfants, des fils et des filles de ce pays, donc va rapidement, parce que la rentrée scolaire est dans nos murs, va rapidement régler le problème des salaires des agents de la Sogatra. Depuis le mois de juin, nous ne sommes pas payés. Le mois de juillet, nous ne sommes pas payés. Le mois d'août, nous ne sommes pas payés. Aujourd'hui, nous sommes au 20 septembre. Vous voyez que la Sogatra, les agents de la Sogatra, c'est des agents hors pair. Je pense que nous allons solliciter du gouvernement une décoration pour les agents de la Sogatra qui arrivent à supporter la faim. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut faire 4 mois sans manger. En dépit de cette dure situation, le personnel de la Sogatra a tout de même mis en place un service minimum. Outre les difficultés si précédemment évoquées, l'obsolescence et l'absence des pièces de rechange du matériel roulant n'est pas à proscrire. Par dizaines et même par centaines, les gros porteurs de la société gabonaise de transport sont immobilisés. Pour combien de temps encore, nul ne sait. Dans la province du Wallentem, nous sommes là dans le nord du pays. La Confédération des petites et moyennes entreprises et moyennes industries, en dehors de son cas d'exploitation forestière, procède actuellement depuis quelques jours à la réhabilitation de certaines infrastructures de la localité, telles que les écoles. Euphrem Yogedzo, caméra amateur, reportage. La Confédération générale des petites et moyennes entreprises et industries, comme l'indique son nom, englobe plusieurs entités, toutes aussi citoyennes pour preuve, lancé dans un vaste projet d'exploitation forestière au nord du Gabon, plus exactement à Bitam,
Hormis les missions que se sont assignées, l'ensemble de ces composantes, ils se sont unis pour œuvrer au développement des localités qui les accueillent. Parmi les réalisations, on note la réhabilitation du tronçon routier à Nizok-Meyokié sur 18 km, auquel s'ajoutent 3 ponts entièrement refaits, ce qui aujourd'hui permet une bonne circulation des véhicules et autres populations villageoises. En tant que responsable de PME que je suis, je demande à tous les forestiers de Wellington d'accompagner les villageois. Non seulement en achetant du bois à des bons prix, mais en plus en aidant les villageois que vous êtes. Donc sachez que ce qui commence là ne va pas s'arrêter demain. Nous avons l'intention d'ouvrir non seulement vos routes, à Théié par exemple depuis Mvezayet, nous allons faire tout ce qu'il y a comme pont, d'accord, jusqu'à Meyokié. De Mvezayet jusqu'à Meyokié, nous allons ouvrir tout ce qu'il y a comme route difficile, non praticable, et refaire les ponts que nous sommes déjà en train de faire actuellement. Depuis le matin, on n'a fait que ça. Voilà. Donc ce qui commence là va continuer. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de moyens, mais avec le peu qu'on a, on verra ce qu'on peut faire. C'est ça. Voilà. Des initiatives qui ont eu l'approbation des notables. Historiquement dit. Avant, le chef d'État, maintenant, ministre Baval Mamadi, et bon, et maintenant, et on va savoir, Zamadi, et vous voyez, d'ailleurs, qui va nous Barba et Kwan, Dingabe et Kwan, Boba et Kwan, des hôpital, et avant le vaillant, on classe Badi. Il y a valo aïrongue, des vailles qui va nous au président de la République. Des infrastructures de l'éducation nationale basées dans ces villages, à savoir des écoles, elles aussi bénéficient d'une cure de jouvence, à l'exemple du village Ngankeng, situé à un jet de pierre de la commune de Bitam. Routes et autres espaces autour ont été revus et corrigés. Il n'y a pas que prendre l'argent de vent. Il faut aussi que les populations villageoises profitent de quelque chose. Voilà. Profiter de quoi? Voilà une œuvre. Voilà une œuvre. On dit oui. On va oui, il faut voilà. Et tout ça pourquoi? Et tout ça c'est et tout ça c'est grâce à quoi? Parce que le chef de l'État décide d'exploiter, d'aider les Gabonais. Des phénomènes comme cela, un véhicule embourbé pour faute de route, seront des spectacles à très vite oubliés grâce à cette nouvelle infrastructure. Suite au drame survenu à Kango il y a quelques jours et qui a coûté la vie à plusieurs compatriotes, le syndicat du ministère des Transports SAMTAG, par la voix de son président, exige le respect des textes en matière de sécurité routière en République gabonaise. Et pour cette structure syndicale, pas de création de cellules de crise. Reportage. Réaction fuse au sujet de la tragédie de Kango, le non-respect de l'article 10 portant attribution et organisation de la Direction générale de la sécurité routière semble l'une des pistes de cet accident, témoigne le président du SAMTAG, syndicat des agents du ministère des Transports et de l'aviation civile. À l'allure où vont les choses, d'aucuns pensent que les responsables des directions techniques du ministère des Transports sont eux aussi complices des dysfonctionnements que connaît cette entité qui aujourd'hui est transformée en vache à lait.
En d'autres termes, l'application des textes existants semble l'une des solutions appropriées pour sortir de cette situation, souligne le président du SAMTAC. Toujours en rapport avec ce drame de Kango il y a quelques jours et à l'instar du syndicat, du ministère des Transports, d'autres acteurs de la société civile se sont également levés pour exiger le respect des textes en matière de sécurité routière en République gabonaise. C'est le cas d'Albert Bernard Bongo et Sono. C'était Albert Bernard Bongo et Sono, acteurs de la société civile, proches du secteur des transports. Nous restons d'ailleurs dans le secteur des transports et le personnel de ce ministère était en assemblée générale ce matin. Une rencontre qui a permis à Wilfried Dioba d'être reconduit à la tête du Sénat GTT pour un mandat de 2 ans. Reportage. Wilfried Diobas, agent au ministère des Transports, a été reconduit à la tête du syndicat national de la direction générale des transports terrestres pour un mandat de 2 ans. C'est du moins ce qui ressort après la tenue de l'Assemblée générale élective qui a également permis l'entrée des tout nouveaux membres au sein du bureau qui, à leur tour, se verront eux aussi installés par l'homme sur qui repose l'espoir de tous les syndiqués. A noter que le Sénat DGTT est l'émanation d'une combinaison des différents services du ministère des Transports.
Et de leur côté, les agents des régies financières du Gabon maintiennent leur mouvement de grève. Cette décision a été prise lors d'une rencontre de mise au point à la Chambre de commerce de Libreville. En compte, c'est de la non-satisfaction de nos revendications. Nous sommes en grève depuis pratiquement 1 mois et demi. On n'a pas un écho favorable de la partie d'en face. Donc on était en Assemblée générale pour ajuster nos positions avec notre base. Vous pouvez retenir que la situation d'illégalité dans laquelle la fédération a été légalisée aujourd'hui, parce que nous ne sommes plus le bureau provisoire, nous sommes le bureau définitif. Et à côté de ça, nous remarquons que les attentes qui reviennent de la base sont beaucoup plus importantes que cela n'a été lorsque nous sommes rentrés en grève. On ne peut pas évoquer les négociations maintenant parce que nous ne connaissons pas les négociations. Si par votre canal, ceux qui sont à même de nous éviter à la table de négociation peuvent le faire, qu'ils le fassent maintenant parce que ça urge. Nous sommes pratiquement à la rentrée scolaire. Et les enfants des gens sont dans les maisons, sauf si on veut faire d'un pays à double vitesse. À Port-Gentil, la grève s'est durcie. À Libreville, qu'est-ce qu'on a dit? Mais à Libreville, la grève se durcit, mais ça ne se voit pas très bien parce que Libreville est plus étendu que Port-Gentil. Les 3 tests de Port-Gentil font en sorte qu'on ressente brutalement la grève. Quels sont les challenges du nouveau bureau? Les challenges du nouveau bureau, c'est la satisfaction, rien que la satisfaction des intérêts matériels et moraux de nos agents. Quel est le minimum? Le minimum. L'État connaît le minima, mais dans notre jargon, ils savent que c'est la moitié de ce qu'ils ne doivent, qui est le minima. Combien à peu près? Non, je ne vous dirai pas. La moitié de 36 milliards. Je ne vous dirai pas. Eux, les gens vers lesquels je m'adresse, savent qu'est-ce que notre minima. Notre minima, c'est au moins la moitié de ce qu'ils ne doivent. Ce que nous retenons également, c'est que le bureau fédéral et l'Assemblée générale nous a donné mandat de hausser le ton. Ça veut dire que si nous avons jusqu'à présent fait une grève compréhensive, nous passons à une grève têtue, ou nous passons à une grève dure, où nous devons montrer que nous sommes mécontents de notre traitement actuel. Et nous disons simplement que, au sortir de cette Assemblée générale, nous avons là la preuve, 1 mois après, que s'il y a la crise aujourd'hui dans les régies financières, cette crise est entretenue par nos responsables actuels. Nous disons que ce sont eux qui sont responsables du fait que nous soyons aujourd'hui en grève. Parce que nous ne comprenons pas que nous ayons travaillé et qu'on ne nous paye pas. Alors que ces mêmes responsables savent que la quasi-totalité de ces agents ont pris des crédits auprès des banques. Et ces crédits sont axés sur leurs primes. Lorsque les primes ne sont pas payées, eh bien, les banques retiennent les salaires de ces agents. Donc, quand le 25, tous les autres fonctionnaires vont avoir leur salaire, les agents des régies financières, douanes, impôts, pour la plupart n'auront pas de salaire. Parce que les salaires seront confisqués tant que les primes ne sont pas payées. Deuxièmement, nous constatons simplement que pendant que nous posons le problème, et nous avons fait des propositions pour sortir de la crise. Le gouvernement reste muet, aveugle et sourd face à d'autres précarités et préfère discuter avec des gens qui n'ont pas posé de problème, qui ne sont pas en grève, qui ont appelé à la suspension du travail et qui ne sont pas écoutés. Vous avez vu la salle était remplie. Ça veut dire qu'il y a des agents derrière nous, il y a des agents qui écoutent notre message. Pourquoi ne pas discuter avec des personnes qui posent des problèmes plutôt que d'aller discuter avec des personnes qui ne posent pas de problèmes? Ce n'est pas un partage d'un gâteau. C'est le partage du gâteau où on prend tout le monde. Or là, il est question de parler des vies des pères et des mères de famille, de certains qui n'ont même pas payé leur loyer depuis 2-3 mois, parce que simplement leurs primes ne sont pas payées et leur salaire n'est pas versé. Donc vous comprenez que c'est une situation de précarité qui nous amène à un ton au-dessus. Et nous avons pris la décision, l'Assemblée générale a voté à l'unanimité la poursuite de la grève, mais avec un ton au-dessus. Donc nous passons d'une grève peut-être légère ou d'une grève compréhensive à une grève dure. Et nous n'allons pas vous dire où aura lieu le piquet de grève aujourd'hui, mais nous allons utiliser les méthodes qu'il faut pour nuire au maximum pour que nous puissions être écoutés et entendus. En total, situation de silence depuis la fin de la dernière élection présidentielle il y a 1 an. L'ancien candidat à cette élection et par ailleurs ancien Premier ministre Raymond Donsima est sorti de son silence ce matin à la faveur d'une conférence de presse qu'il a animée au cours de laquelle il a évoqué la situation socio-économique politique actuelle du pays avec les médias. Reportage.
Ancien Premier ministre sous l'ère Ali Bongo Ondimba, le deuxième d'ailleurs durant son premier septennat, Raymond Ndong-Sima, très connu aussi sous le label de transporteur interurbain, c'est en cette étiquette qu'il a débuté sa conférence de presse ce matin en observant une minute de silence à la mémoire des disparus de l'accident de Kango il y a quelques jours. Cette brève situation sociale a très vite fait la place à l'actualité politique où il est une icône. Se revêtant donc de ce costume, l'ancien Premier ministre a évalué avec des termes parfois durs à l'égard des deux bords politiques de la situation actuelle du pays. Nous avons là une situation qui nous interpelle. Parce que, au fond, qu'est-ce que ça donne comme image dans notre pays? Qu'est-ce que ça a donné dans un passé récent et à quoi ça nous conduit dans la situation actuelle? On peut comprendre que les gens qui ont agi de la sorte avaient peut-être dans le passé collaboré, travaillé ensemble et désormais ont désormais des désaccords. Mais lorsque sur des questions de base élémentaires, sur les droits de chaque citoyen, vous trouvez des accords entre des gens qui sont censés s'opposer, il y a matière à se poser de sérieuses questions. Qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays? Et il me semble que le bloc que j'appelle coalition d'un côté, Galaxie de l'autre et vice-versa, Galaxie Coalition, cet ensemble-là, en fait, a dessiné la trame politique de notre pays depuis 2 ans. Et ce bloc-là a conduit à une boucle trigone, une boucle en 3 parties, dans laquelle on a la tricherie, on a la désinformation, on a l'invective, qui travaillent ensemble. On désinforme, on triche, et on continue dans l'invective. Et ainsi de suite. C'est cet ensemble-là qui tourne d'une façon permanente. Parce que si on peut comprendre que le camp qui détient le pouvoir agisse pour empêcher l'ouverture de débats, pour empêcher que des questions de fond ne soient soulevées, il est difficile de comprendre les motivations d'une partie de l'opposition qui se prête à ce jeu. Quel jeu consiste à ne discuter de rien de sérieux et à s'installer définitivement, durablement, depuis 2 ans, sur l'invective, l'insulte, mais sur quel thème sérieux avons-nous débattu au cours des 2 dernières années? Pour Ndong-Sima, rien de sérieux n'a été débattu au cours des 2 dernières années, donc y compris le dialogue citoyen et politique d'avril à mai dernier, qu'il a qualifié de monologue élargi. L'homme politique et homme d'affaires a partagé les torts qui incombent au pouvoir, qui manquerait de modestie en refusant de lire le désaveu de la population, conséquence de sa malgouvernance. Une situation qu'il dit incompatible pourtant avec la victoire dans les urnes s'il en était ainsi, a-t-il conclu. Alors qu'à l'égard de l'opposition, il accuse cette dernière de manque de logique qui s'explique par la désunion au moment où il était impérieux de soulever les questions de fond avant la dernière élection présidentielle. Et pour sortir de cette situation sinistre, à court, moyen et long terme selon ses mots, il préconise la voie de la retenue collective suivie d'un vrai dialogue. Partant de cet effort de retenue collective que je suggère, l'intérêt national commande d'admettre que le dialogue politique s'impose comme un passage obligé sans lequel nous pourrions de nouveau être confrontés aux mêmes écueils lors des prochains scrutins. Car voyez-vous, pour l'instant, il n'y a pas eu de dialogue. Et je l'ai écrit sur ma page Facebook, au milieu du mois d'avril, j'avais écrit un dialogue et pas des monologues. Un vrai dialogue politique qu'il a défendu lors de la phase questions-réponses avec la presse en se référant ainsi aux récentes résolutions du Parlement européen et comme pour répondre à un camp politique qui s'y refuserait, Ndong-Sima qui dit bien connaître les arcanes des accords bilatéraux entre notre pays et chaque pays de l'Union européenne, a affirmé que ce vrai dialogue se tiendra. Aussi, Raymond Ndong-Sima est revenu sur l'incident qui s'est produit à l'aéroport international Léon-Mba il y a quelques jours lorsqu'il a été interdit de prendre le vol pour Paris, un acte qu'il qualifie d'abus de pouvoir par le ministre de l'Intérieur. Reportage. Un incident qui est survenu le mercredi 6, au moment où je me rendais en Europe. Je me suis présenté dans le couloir de formalité de police et
à l'entrée de ce couloir, le policier qui était de faction a pris mon passeport et mon billet d'avion et m'a dit qu'il procédait à une vérification. Il s'en est allé et je suis resté debout dans ce couloir presque 1 heure, adossé au mur. Finalement, il est arrivé, m'a remis le passeport et j'ai fini les formalités et je suis parti. C'est vrai que sur le coup, je n'étais pas très content, j'avais même déjà décidé de rentrer à la maison. Mais c'est en arrivant à destination et en me reconnectant que j'ai découvert qu'une polémique s'était déclenchée sur ce qui m'était arrivé. Et cette polémique avait une singularité, une certaine curiosité. D'un côté, quelqu'un, une plume émergente, disons ça, quelqu'un qui est dans les sphères de la galaxie de l'émergence, a félicité le président de la République d'avoir ordonné mon débarquement d'un vol international. En clair, il félicitait le président d'avoir violé mes droits constitutionnels. C'est ça que ça voulait dire. Bon, je sais que dans le milieu en question, on est coutumier des encouragements à l'erreur. Parce que, au fond, cette personne aurait dû être la première à attirer l'attention, puisque, officiant dans le domaine de la communication, elle aurait dû être la première personne à attirer l'attention sur les conséquences détestables que pouvait avoir ce genre de choses. Or, elle a félicité le président. Je dois préciser 2 ou 3 choses. En ce qui me concerne, je considère qu'un ministre de l'Intérieur a parfaitement le droit, au nom de la sécurité, au nom d'un certain nombre de choses, d'interdire momentanément à un citoyen de jouir de la totalité de ses droits. Cette liberté peut vous empêcher de voyager, de vous déplacer, parce que peut-être une enquête est en cours, etc. Mais l'utilisation de ce genre de prérogative est explicitement subordonnée à la notification de la mesure à l'intéressé. Or, je n'ai jamais fait l'objet d'une notification de quoi que ce soit. Pourquoi attendre qu'un homme, disons, oublions les fonctions que j'ai occupées, mais regardons mon âge, j'ai plus de 60 ans, je suis retraité. Pourquoi attendre que je parte de chez moi, que j'arrive à l'aéroport, et qu'on me garde 1 heure dans un couloir, debout, même pas, sans même me donner la possibilité de m'asseoir quelque part. Pourquoi attendre que je vienne attendre dans un couloir? Quel était l'intérêt de ça? Et ça grandit qui, ce genre de choses? Ça, c'est un abus de droit que la police et le ministre de l'Intérieur se sont permis. À l'intérieur du pays, le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime a reçu tout récemment une délégation du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, conduite par son président, l'imam Ismaël Oseni Ossa. Reportage. C'est une délégation du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, conduite par son président, l'imam Oseni Ossé, et du Conseil spécial du Raïs, par ailleurs secrétaire général du gouvernement Ali Akbar Onanga, qui a été reçu en audience ce matin par le gouverneur de province. Outre les civilités d'usage, les hôtes de Patrice Ontinan ont échangé avec ce dernier sur le projet de construction d'un lycée islamique à Port-Gentil à l'emplacement de l'ancienne mosquée, démolie il y a 2 ans. L'éducation étant au centre des actions des confessions religieuses dans notre pays depuis des années. La place qu'occupe l'éducation et la formation dans l'essor de l'espèce humaine, et cette place n'est plus à présenter. Et que dans toutes les confessions religieuses, Dieu a toujours magnifié l'éducation. Il a toujours magnifié le savoir, il a magnifié les apprenants, il a magnifié les enseignants. Et autant que nous sommes ici, et ce que nous pratiquons aujourd'hui, nous l'avons sûrement acquis dès notre bas âge dans certains milieux, certains centres. Et le but de cette présence, effectivement, ça rentre dans ce cadre. Remerciant par ailleurs le gouverneur de province pour ses interventions en faveur de la communauté musulmane à chaque sollicitation. C'est en sa qualité de garant de la liberté de culte que le gouverneur apporte son soutien aux différentes confessions quand cela est nécessaire, répondra ce dernier. Plusieurs autres questions ont été abordées au cours de ces échanges. Prenant congé de ses hôtes, une photo de famille a été
faite sur le perron du gouvernorat. L'actualité hors de nos frontières dans cette édition d'information nous amènera en Afrique de l'Ouest, au Togo, et nous parlerons également de cette escalade de mots entre la Corée du Nord et les États-Unis d'Amérique, notamment le président nord-coréen qui menace directement le président américain. D'abord au Togo, dans la ville de Sokodé, au centre du pays, des manifestants ont défilé pour exiger le départ au pouvoir de Faure Gnassingbé demain. Reportage. Les manifestants étaient nombreux dans les rues de Sokodé, dans le centre du Togo. C'est le fief de Tikpi Achadam, l'un des leaders de l'opposition. Il demande le départ du président Faure Gnassingbé. Sa famille est au pouvoir depuis 50 ans au Togo. Certains protestataires ont érigé des barricades. Nous sommes là pour quelque chose. Nous sommes là dans la rue, c'est pour réclamer une constitution et une institution. C'est-à-dire que depuis 50 ans, on en a marre. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de ce pays. Nous réclamons un changement. C'est une révolution. Un représentant d'Amnesty International joint par France 24 s'est dit très préoccupé par la situation dans la ville de Mango, plus au nord, où un enfant a été tué mercredi. Selon Amnesty, l'armée pourchasse les manifestants jusque dans leur maison et des centaines de personnes ont fui notamment vers le Ghana. À Lomé aussi, l'opposition s'était rassemblée. Vous entendez l'ensemble des manifestants autour de moi scander le mot d'ordre de la démission de Faure. C'est l'exigence de l'heure et je pense que nous devons peser de toutes nos forces pour arracher sa démission. Je pense que dans les semaines à venir, ce sera chose faite. Le parti au pouvoir a lui aussi organisé un défilé pour le deuxième jour consécutif. Il appelle au calme. Nous devrions avoir à l'esprit l'intérêt supérieur de cette nation qui voudrait que chacun entretienne ses valeurs de paix, d'union et surtout pour assurer le bien-être de nos populations. Les opposants critiquent un référendum qui doit se tenir dans les prochains mois. Le texte limiterait à 2 le nombre de mandats présidentiels, mais ne serait pas rétroactif, ce qui signifie que Faure Gnassingbé pourrait se présenter encore 2 fois. La crise diplomatique se poursuit entre la Corée du Nord et les États-Unis d'Amérique et le président nord-coréen Kim Jong-un dit ne pas reconnaître les menaces ou les sanctions formulées par le président américain Donald Trump et il menace directement ce dernier de payer le lourd tribut de ses propos. Reportage. La pression internationale s'accentue mais semble loin d'intimider Kim Jong-un. Il promet à Donald Trump de lui faire payer cher ses menaces de destruction de la Corée du Nord. Après son discours belliqueux devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président américain impose désormais de nouvelles sanctions économiques aux personnes et sociétés qui financent et facilitent les échanges avec Pyongyang. Ce nouveau décret est là pour couper les sources de revenus qui financent le développement des armes les plus meurtrières que l'humanité puisse connaître. Pour les États-Unis, toutes les options sont envisageables afin de contraindre la Corée du Nord à mettre un terme à son programme nucléaire. À la tribune de l'ONU, la Chine et la Russie ont mis en garde Washington contre toute tentative militaire. Nous condamnons les tirs de missiles et l'aventurisme de Pyongyang qui violent la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. L'hystérie militaire mène non seulement à l'impasse, mais aussi à la catastrophe. Les grandes puissances restent donc divisées sur la façon de mettre un terme à la crise nord-coréenne. De son côté, l'UE a trouvé un accord sur des sanctions supplémentaires. Elles visent à interdire aux entreprises européennes d'investir en Corée du Nord et d'y exporter du pétrole. Du sport dans ce journal, après Célestine Avomela, nous parlons aujourd'hui d'une autre tenniswoman gabonaise qui monte. Il s'agit de la jeune Manuela Nyoda, âgée de 17 ans et qui est en France. Cette dernière bénéficie désormais d'une bourse études et va faire ses classes à Barcelone dans un club de haut niveau. Reportage. La valeur d'un être, soit-il en passant une femme, n'attend point le nombre d'années. Cette maxime bien connue de chez nous tourne véritablement en faveur de Manuela Nyoda, âgée de 17 ans seulement, et tenniswoman en herbe, sur qui le Gabon pourrait compter dans les toutes prochaines années, en dehors de l'autre compatriote, Célestine Avomela. À Paris depuis 3 ans, pour des raisons de scolarité, elle bénéficie à la fois d'un programme sport-études au sein d'un centre de renommée mondiale, ce qui l'a d'ailleurs permis d'empocher son baccalauréat scientifique cette année. Disciplinée, de retour sur sa terre de ses ancêtres pour une période d'acclimatation avant de regagner la ville de Barcelone, là où elle est désormais appelée à faire ses classes,
Comme toute athlète de son âge, chacune garde précieusement sa petite histoire. Quant aux résultats, ils ne tarderont pas à tomber. Magnola étonne non seulement ses coéquipières, mais l'ensemble de son encadrement technique. Elle passe de joueuse moyenne à une athlète de niveau 15, classement français. La jeune demoiselle bénéficie elle aussi d'un accompagnement de l'État gabonais destiné aux athlètes de haut niveau. Premier défi, se frotter aux meilleurs du continent et celles venues d'autres horizons de la planète à l'occasion des internationaux de Nairobi qui sont programmés au mois de novembre prochain. Compétition des niveaux 5 et 4 en ce qui concerne les ambitions, elles ne s'en cachent pas. Au regard de tout ce qu'elle bénéficie aujourd'hui comme avantage, Magnola Nyunda a un bel avenir devant elle à condition de maintenir son cap. Nous quittons le tennis pour parler à présent de sport et généralement des assemblées générales des disciplines sportives présentées par le secrétaire général adjoint du centre Mbéré sportif. Le bilan moral et financier de ce club a été adopté par l'ensemble des dirigeants au cours d'une assemblée générale ordinaire tenue au siège du club Mosconi Ngonumba. Bosco Alabafal, président de l'AOCMS, a haussé le ton ce matin au cours d'une assemblée générale ordinaire. Il est revenu sur le comportement jugé indigne de certains joueurs et sur en présence des intéressés, du moins ceux encore présents. Cette dernière année, tu n'as plus rien à nous proposer. J'aurais appris que Missile veut de toi au Manga, tu peux partir. Il est encore sous contrat, tu peux partir. Mais il y a un règlement. Manga ou Missi, allez, ils doivent se rapprocher de moi. Parce que ce règlement question, mais il concerne aussi, je dis bien, les relations entre clubs. Il est opposable à tout le monde sur le plan national et sur le plan international. C'est parce qu'il n'y a peut-être pas assez de séminaires pour vous former, mais au niveau de CMS, chaque année, à toutes les occasions, je ne cesse de vous rappeler cela. Après ce rappel à l'ordre, place au bilan de cette année, lequel est jugé satisfaisant au regard des ambitions prononcées par son président, qui a souhaité que la transparence soit de mise durant 16 heures passées en présence des médias. Écoutez, dans toute assemblée générale ordinaire, conformément à nos statuts, en son article 68, il était question donc de faire le bilan qui se définit par moral et le financier. Et enfin les divers. Et je crois que ce rapport
Et le rapport vous a été présenté par le secrétaire général adjoint de notre structure et puis par le comptable agissant au nom et pour le compte donc de notre association. Et au finish, le quitus a été donné et je crois que vous avez suivi, si vous voulez, les débats. Chez nous, au niveau du CMS, la transparence se situe à tous les niveaux. Je n'entends que le premier objectif pour nous, c'est de former nos athlètes. Ensuite, de s'imposer, si vous voulez, dans l'arène donc du football gabonais. Donc occuper quand même une place honorable, comme celle que nous venons d'occuper à la saison qui vient de s'achever. Donc, à nous de faire encore un effort de plus pour occuper, pourquoi pas, la 3e ou la 2e place. Pour cette saison, l'ambition reste la même. Former des jeunes talentueux et espérer qu'ils intégreront l'équipe nationale et pourquoi pas rallier les clubs africains et même européens. Une clôture de saison 2016-2017 qui se ferme pour que s'ouvre 2017-2018. C'est avec cette actualité sportive que nous refermons cette édition d'information du soir. Merci de l'avoir regardé. Tout le plaisir pour moi aussi d'avoir été en votre compagnie toute la semaine. Demain samedi, ou du moins ce lundi à la même heure, vous retrouverez Inès Ngunga Mombo. Quant à moi, je vous retrouve dans les tout prochains jours.